On s'échauffe avec un 2. Comme ça, le lancer de merde, il est fait. Alors, donc on était ici. Tac. Donc vous fixez le verrou dans l'intention de le faire bouger. Derrière vous, un bruit de pas pressé vous fait parcourir un frisson dans le dos, car vous réalisez que les dracars sont en train de se ruer dans l'escalier. C'est alors que le verrou commence à bouger lentement. Dès qu'il se trouve suffisamment tiré, vous ouvrez le portail de pierre et vous élancez, inconscient des dangers qui vous attendent derrière. Rendez-vous au 352. Donc ça on avait déjà lu. On savait pas ce qu'il y avait derrière la porte. Alors. Putain. Le bouquin il est fort rigide. Hein. Alors, derrière le portail, un couloir voûté mène à un large escalier. Soudain, une douzaine de dracars se précipitent du palier du deuxième étage. Vif comme l'éclair, vous plongez derrière une statue du Zakan Moudala, mort récemment. Les soldats sont tellement pressés de mettre un terme à leur poursuite qu'ils ne découvrent même pas votre cachette et dégringolent les marches avec leurs lourdes armures en poussant des grognements rauques. Pendant ce temps, dissimulé dans l'ombre prodiguée par la statue, vous félicitez intérieurement de la grande taille du Zakan Moudala. En haut des marches, vous apercevez une échelle donnant accès au toit. Vous grimpez au barreau, puis vous suivez le chemin de tuiles blanchies par le soleil qui serpente entre les tourelles et les dômes avant d'arriver à un clocher. Vous êtes exténué et vous avez grand besoin de repos. Encore sous le choc de votre rencontre avec le Seigneur des Ténèbres Hakon, vous entendez résonner sans cesse à vos oreilles le son de sa terrible voix répétant le livre du Magna Kai. Découragé, vous regardez par une fenêtre grillagée du clocher et ce que vous voyez fait naître dans votre esprit un plan audacieux qui vous redonne confiance. Rendez-vous au 313. 313. Alors au pied du clocher, vous remarquez un espace où sont alignés plusieurs enclos à Ithikar possédant chacun une aire d'atterrissage personnelle. Les Ithikars sont de grands oiseaux noirs qui nichent dans les plus hauts sommets du Dahir et des monts Vakar. Les Vassagoniens ont depuis longtemps réussi à apprivoiser ces géants du ciel. Ils les utilisent couramment comme monture pour les déplacements des chefs militaires, des éclaireurs, des messagers et des envoyés spéciaux. Soudain, un cavalier monté sur un Ithikar surgit du ciel rougeoyant et vient atterrir sur la plateforme jouxtant le clocher. Des esclaves tendent une corde au cavalier qui l'attache à son tour à l'anneau de la selle avant de mettre pied à terre. L'Ithikar croasse en faisant battre ses larges et puissantes ailes, tandis qu'un treuil l'emporte de force vers son enclos. Le cavalier et les esclaves quittent la plateforme et il ne reste plus à présent qu'une seule sentinelle à l'entrée de l'enclos. Si vous réussissez à le maîtriser, vous pourrez alors fuir sur le dos de l'oiseau géant. Si vous possédez une sarbacane et une flèche de sommeil, rendez-vous au 325. Si vous ne possédez pas ces objets, 282. Aïe aïe aïe, on n'a pas les objets, on les a pas. Du coup, je sais qu'on avait une potion de sommeil, mais voilà, on n'a pas de sarbacane, enfin je pense pas, je vérifie quand même dans l'inventaire, mais on a un pain, sablier, poignard, prisme, on a des repas. Et dans les objets spéciaux, non, on n'a pas de sarbacane. Du coup, on va au 282. Il va peut-être nous demander d'avoir une discipline Kai, hein, on sait jamais. Alors, vous quittez le beffroi et vous descendez vers la sentinelle. Il vous est tout d'abord facile de progresser tout en restant caché, en passant de tourelle en tourelle, mais pour les 30 derniers mètres, vous serez à découvert car la plateforme d'atterrissage et le toit du palais sont reliés par une passerelle exposée à la vue de tout le monde. Si vous décidez de neutraliser la sentinelle, vous devrez traverser la passerelle sans vous faire remarquer. Si vous possédez la discipline Kai de la maîtrise psychique de la matière, rendez-vous au 295. On l'a. Si vous ne possédez pas cette discipline, utilisez la table de hasard. Nanana. Si vous maîtrisez la discipline Kai du camouflage ou bien la discipline Kai de la chasse, ajoutez 2. Nanana. Ok. Bah donc on a la maîtrise de la matière, hein, 295. Moi j'aurais plutôt dit le camouflage, mais bon. Ok, pourquoi pas. Alors, concentrant toute votre volonté sur la bourse qui est accrochée à la ceinture de la sentinelle, vous essayez d'en dénouer les cordons de cuir. Quelques secondes plus tard, la bourse tombe sur le sol en répandant tout son contenu. Le garde pousse un cri en voyant son or rouler par terre, par-dessus le bord de la plateforme, et se met précipitamment à genoux pour ramasser le peu qui reste. Tandis qu'il vous tourne le dos, vous vous élancez à découvert pour traverser la passerelle. 236. Direction l'oiseau. On se barre.
Alors, emporté par votre élan, vous traversez rapidement la passerelle sans être repéré. Lorsque vous portez votre coup, le garde est toujours à genoux, en train de ramasser son or éparpillé sur le sol. Votre attaque est silencieuse et mortelle. Si vous souhaitez fouiller le corps du garde, 207. Si la dépouille ne vous intéresse pas, hâtez-vous de gagner l'enclos de l'Ithikar et rendez-vous au 224. Alors, est-ce qu'on prend le temps de fouiller le garde? À vous les studios. Je lance le sondage. Je rappelle que vous pouvez toujours utiliser les points de chaîne pour voter. Et c'est parti pour 1 minute. Ah ouais, je sais pas si vous pouvez voter du coup vu que vous êtes sur mobile. Après, s'il y a d'autres personnes qui sont connectées, n'hésitez pas. Fouiller pour l'instant, deux voix pour la fouille. Ça me paraît évident, mais ça peut nous retarder et peut-être nous créer des emmerdes, comme on dit. Donc bon, fouiller c'est bien, mais des fois, dans l'urgence, vaut mieux se barrer. Donc on irait au 207 pour l'instant. Alors, on va trouver des pièces d'or, mais on est déjà full. Je rappelle on dépense jamais son or dans ces bouquins. C'est ça qui est dingue. Alors, vos découvertes ne présentent que peu d'intérêt. 8 pièces d'or et un sifflet de cuivre attaché à une chaîne que le garde porte autour du cou. Ah, le sifflet de cuivre, ça peut être intéressant. Alors, vous pouvez prendre ces objets si vous le désirez, mais n'oubliez pas de les noter sur votre feuille d'aventure. C'est un objet normal. Hein. Du coup, on va devoir... Ah, on est à combien? 4, 5... Putain, je vois pas. 4... Attendez. 4, 5, 6, 7... On est full sac à dos. On est full. D'ailleurs, j'avais pas mis à jour. 8 sur 8. On va virer un repas. Le reste, on va garder. Et on va prendre le sifflet de cuivre. Hop. Voilà, c'est noté. Alors, soudain, des bruits de pas vous signalent l'arrivée d'individus peu désirables, des dracars. Ceux-ci se pressent sur le sentier pavé qui mène aux enclos. Sans hésiter une seule seconde, vous pénétrez dans l'enclos de l'Ithikar. Rendez-vous au 224. Alors le grand oiseau noir fait battre ses puissantes ailes en poussant des croassements rauques. Ses yeux noirs et féroces vous fixent agressivement tandis que vous approchez de son perchoir. Vous essayez de monter sur la selle en vous accrochant au pommeau, mais vif comme l'éclair, l'oiseau tente de vous désarçonner d'un grand coup de patte. Instinctivement, vous protégez le visage tandis qu'à quelques centimètres de votre tête, l'Ithikar fouette l'air de son bec courbe où se reflète la lumière jaune du soleil. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la communication animale, 308. Si vous possédez un médaillon d'Onyx, 319. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas le médaillon d'Onyx? Je sais qu'on avait un médaillon, mais... Je vais vérifier. J'étais sûr qu'on avait un médaillon. Pendentif étoile cristal. Non, c'est pas ça. Dora que nous devons jeter. Comment ça, Dora? Si vous ne répondez à aucune de ces conditions, blablabla, c'est toujours la même chose. Table de hasard. Si enfin vous avez tiré un 0. Putain. Si tu tires un 0, tu te fais one shot par l'oiseau. Donc on a la communication animale 308. Allez. Communiquons avec cet oiseau. Alors il faut de nombreuses années à un cavalier pour apprivoiser un Ithikar, car ces créatures sont sauvages et rusées de nature. Vous concentrez tout votre pouvoir Kai afin de communiquer avec l'oiseau géant et lui faire comprendre que vous ne lui voulez aucun mal. Celui-ci vous fixe d'un regard noir et dur, mais vous sentez qu'il ne vous est plus hostile.
Alors que vous vous installez sur la large selle, vous apercevez les dracars qui commencent à traverser la passerelle en courant. Vous vous penchez rapidement et vous détachez la corde de l'anneau de la selle, puis vous saisissez les solides rênes de cuir. Rendez-vous au 343. Alors une petite illustration là, vous voyez un guerrier dracar tomber de la plateforme vers une mort certaine. Putain, les dracars, ils ont une tête bizarre quand même. Ouais. Je sais pas à quoi ils ressemblent, mais... Alors l'Iticar quitte son perchoir et vous êtes violemment rejeté en arrière de la selle. Le grand oiseau noir pousse des croissements aigus en battant des ailes dans un bruit de tonnerre. Au moment où il prend son envol depuis la tour, vous apercevez tout en bas quelques dracars éparpillés pas plus grands que des poupées. Soudain, vous voyez en un éclair un guerrier dracar dont le masque à tête de mort a été coupé en deux par les serres tranchantes de l'oiseau, tomber de la plateforme vers une mort certaine dans les jardins du palais en contrebas. Les dômes dorés du grand palais deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure que l'Iticar prend de l'altitude. Vous passez rapidement au-dessus des murailles de la ville et vous dirigez vers la grande plaine salée du lac Inraim. À l'ouest, le soleil qui se couche derrière les montagnes du Daïr baigne le paysage d'une belle lumière orangée. Le cœur plein d'allégresse, vous rejetez la tête en arrière en poussant un cri de triomphe que le vent frais du soir emporte au loin. Mais comme en réponse à votre cri, un chœur de croissements strident retentit dans le ciel. La peur s'empare de vous à nouveau lorsque vous apercevez une formation de crânes, ces affreux oiseaux aux ailes dures comme du cuir qui transportent chacun un guerrier dracar sur le dos. Ils sont à plus d'1 kilomètre de vous pour l'instant, mais ils s'approchent à vive allure. Dans 1 heure, la nuit sera tombée, et si vous pouvez continuer à voler jusqu'à ce que l'obscurité soit totale, vous parviendrez à les semer. Vous êtes à présent juste au-dessus du centre du lac et vous devez choisir une direction. Avant de prendre une décision, consultez la carte qui figure au début de ce livre. Si vous désirez voler vers le sud, en empruntant le passage du Daïr 264, si vous préférez aller vers l'est, vers la ville de Shula, rendez-vous au 244. Ok, bonne douche, le Liette, n'hésite pas à voter peut-être avant. Du coup, on irait vers le Daïr ou la ville de Shula. Donc on est au milieu d'un lac. Un lac. Attends, il n'y a pas de carte ici. Où est-ce qu'on est? Ah, ici. Donc si on est là, on est en plein milieu du lac. Donc on peut aller vers l'est, la ville de Shula, ou vers le sud. Et vers le sud, c'est le passage du Daïr. Donc on passerait ici pour arriver au Daïr qui a l'air d'être une oasis. Un oasis, pardon. Ici, apparemment, je sais pas, on dirait un oasis, ouais. On voit des palmiers. Donc je vous fais le petit sondage, soit on va vers l'est ou vers le sud. Donc est c'est Shula, c'est la ville. Et sud c'est passage Draïr. Oasis. Hop. Non, c'est Daïr, pardon, j'ai mis Draïr, c'est Daïr. Pour l'instant, un vote pour le sud. Il n'y a pas beaucoup de combats dans ce bouquin, hein, c'est assez calme. Pourtant, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Mais au final, il se passe pas grand chose. À part s'échapper, on combat pas beaucoup. Dans un sens, tant mieux. Donc on irait vers le Daïr 264. Personne n'a voté.
Alors tout à coup, un son suraigu éclate au-dessus du mugissement du vent, vous faisant terriblement souffrir de la tête. Vous êtes attaqué par une puissante force psychique, à moins que vous ne maîtrisiez la discipline Kai du bouclier psychique, diminué de 2 votre total actuel d'endurance. On a le bouclier. Alors l'Iticar frissonne, puis secoue frénétiquement la tête de gauche à droite. Lorsque le bruit strident retentit à nouveau, le grand oiseau agonise, détruit par l'explosion psychique. Tandis que vous regardez par-dessus votre épaule, vous apercevez l'estomac noué par la peur, un crâne qui fond sur vous pour vous attaquer. Porte sur son dos un adversaire de taille, un Vordak. Donc ici on voit un des redoutables morts-vivants dont les seigneurs des ténèbres ont fait leur lieutenant. Au moment où le crâne se précipite sur vous, le Vordak étend ses bras revêtus de rouge, puis saute de la selle. Il atterrit juste derrière vous sur le dos de l'Iticar, ses doigts de squelette profondément enfoncés dans la chair hérissée des plumes de votre monture. Le choc vous projette en avant et vous contraint à lâcher ses rênes. L'oiseau géant horrifié de douleur et de peur lorsque la prise du Vordak lui paralyse la colonne vertébrale. Vous devez réagir rapidement car l'Iticar tombe comme une pierre vers la plaine salée du lac Inraim. Si vous possédez le glaive de Sommer, 315, si vous ne possédez pas cet objet spécial, 299. Donc on a le glaive 315, le glaive qui nous aura sauvé les miches une paire de fois. Hein. Faut bien l'avouer que c'est l'objet cheaté du jeu. Alors que vous tirez le glaive de Sommer de son fourreau, un reflet d'or aveuglant court le long de sa lame. Le Vordak hurle d'effroi, ses doigts osseux maculés de sang, s'agrippant à une lourde masse d'armes en métal noir qui pend à sa ceinture. Le Vordak lève son arme pour parer votre coup, mais l'épée du soleil fend le fer de votre adversaire en lançant une gerbe d'étincelles bleues. Frappez à nouveau en décrivant un grand cercle et la lame d'or transperce le corps monstrueux du Vordak, le coupant en deux de la tête à la taille. Bah putain. Une épouvantable odeur aigre vous prend à la gorge tandis qu'un flot de liquide verdâtre s'écoule à travers les vêtements rouges de la créature. Merci pour les détails. Hein. Le Vordak vacille et se recroqueville sous vos yeux, puis le cadavre en dissolution tombe en vrille vers le lac Inraim en produisant un sifflement aigu. Après avoir rengainé votre arme, vous saisissez les rênes et vous efforcez de maîtriser les tressaillements de votre monture blessée. Bien que vous soyez débarrassé du Vordak, la victoire n'en est pas assurée pour autant car l'Iticar perd toujours son sang en abondance et il risque à tout moment de sombrer dans l'inconscience et de vous laisser tomber comme une pierre. Soudain, vous apercevez quelque chose dans le lointain et cette vision vous redonne envie de croire au miracle. Rendez-vous au 221. Notre fidèle monture tiendra-t-elle le coup ? Alors, émergeant d'un banc de nuages, vous apercevez un vaisseau volant. C'est une petite embarcation, pas plus grande qu'une péniche de la rivière Unoram, avec deux voiles triangulaires qui claquent au vent de chaque côté de la proue incurvée. Dans la lumière décroissante du crépuscule, vous voyez un long étendard flottant au haut du mât et un vrombissement sourd parvient jusqu'à vos oreilles. Vous regardez incrédule ce spectacle insolite. Êtes-vous victime d'une hallucination trompeuse créée par les seigneurs des ténèbres, ou bien est-ce un mirage dû à un jeu de lumière? Mais tandis que l'embarcation se rapproche, force vous est de constater qu'il s'agit bel et bien d'un vaisseau volant. Si vous possédez le pendentif à l'étoile de cristal, on a ce putain de pendentif qui traîne dans notre inventaire depuis, je pense, le premier tome ou le deuxième. Donc 336, si vous ne possédez pas cet objet spécial, 275. Putain, ils ont fait des liens quand même de fou, hein. On trouve le pendentif 4-5 bouquins plus loin. C'est cool ça. Je sais plus où on l'avait trouvé, hein, ce pendentif. Mais je sais qu'on l'a. Alors, debout sur une plateforme fortifiée située au centre de l'étrange vaisseau se tient un jeune homme blond aux yeux perçants. Vous le reconnaissez immédiatement, c'est Banedon, le jeune magicien Sommerlundois, qui vous avait donné le pendentif à l'étoile de cristal dans les ruines de Romas. Ah oui, voilà, c'est ça. Je me souviens, ce gars-là. On l'avait rencontré dans les ruines de Romas, lorsque vous lui avez vous-même sauvé la vie lors d'une embuscade dressée par des Giacs. Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Vous êtes tellement ébahi de le retrouver en cet endroit que vous ne remarquez pas qu'un filet de sang s'écoule du bec de votre Iticar. La créature est agonisante et pousse soudain un ultime et pitoyable gémissement. Ses ailes se raidissent et sa tête tombe mollement sur le côté après un dernier sursaut. Vous basculez dans le vide et votre estomac se tord tandis que vous tombez comme une pierre vers le lac Inraim. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si le chiffre que vous avez tiré 0, 4, 5, 8 et 9...
Ok. À vous de faire un jet de hasard en fait. Et putain, c'est excellent qu'ils aient fait un lien avec cet objet. C'est ça qui est bien avec Loup Solitaire, c'est que c'est vraiment une épopée sur le long terme. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de lancer le dé ou pas? Ah oui, je peux pas, je suis sur mobile, c'est vrai. Du coup, je vais faire le lancer de dé dans la tour. C'est parti. On fait un 3, ce qui est pas terrible. 374. J'espère qu'on va pas crever. Alors, tandis que vous tombez, les images de la nef, du ciel, des crânes et de l'horizon défilent sous vos yeux en un mélange de formes et de couleurs, comme si vous regardiez à travers un kaléidoscope et vous pensez que ces images sont les dernières qu'il vous sera permis de voir. Vous êtes désormais préparé à mourir et vous vous sentez calme et paisible. Mais tout à coup, vous sentez que votre corps est retenu par des fibres invisibles et solides. Une terrible secousse vous coupe le souffle et vous laisse tout étourdi. Un miracle est en train de se produire, vous ne tombez plus, mais vous remontez. Vous êtes pris dans une espèce de filet aux mailles serrées, comme une mouche dans une toile d'araignée. Vous êtes hissé vers la nef du ciel aussi rapidement que vous tombiez et 3 nains barbus vêtus de pourpoints de combat éclatants vous aident à monter à bord. Cependant, vous n'avez pas le temps de les remercier car le petit vaisseau du ciel subit l'assaut redoublé des crânes et de leurs cavaliers. Au bout du pont, un nain est aux prises avec un drakkar hargneux. Le petit homme semble en très mauvaise posture, mais alors que vous vous précipitez pour lui venir en aide, un autre des cruels guerriers drakkar vient atterrir au centre du vaisseau sur la plateforme fortifiée. Si vous souhaitez aider le nain 280, si vous préférez enjamber le bastingage et vous élancer vers la plateforme 361. Alors, est-ce qu'on va aider le nain ou pas? Juste ça. En sachant que si on n'aide pas le nain, on va enjamber le bastingage et aller vers la plateforme. Oui, pour l'instant, oui. Alors, s'il y a des personnes dans le chat qui sont nouvelles ou qui seraient là par curiosité, n'hésitez pas à voter. Petit sondage est juste en haut, au-dessus du chat. Ça sera un stream sans vote, avec des votes juste sur le chat en fait. D'habitude, il y a toujours au moins une personne qui vote, ici on en a pas. Je laisse jusqu'au bout. Le suspense, 0 vote. Donc on va aider le nain. 280. Alors Drakkar est en train d'étrangler le nain. Lorsqu'il vous aperçoit, il relâche sa prise puis écrase son poing ganté de fer sur la figure du nain qui s'écroule au sol. Ce meurtre de sang-froid vous fait bouillonner d'indignation et de rage. Vous tirez votre arme et vous passez aussitôt à l'attaque. Alors un Drakkar qui a 18 en habilité, 25 en endu. La rapidité de votre attaque vous permet de ne déduire aucun point d'endurance parmi le premier assaut. Là je comprends pas là. La rapidité de votre attaque vous permet de ne déduire aucun point d'endurance. Ah oui, donc on perdrait pas d'endurance sur le premier assaut. Reloliette. Ah, ils auraient dû mettre de ne pas subir de points de... Pas déduire, mais ils précisent pas si c'est au Drakkar ou si c'est à nous-mêmes, quoi. Donc là, on fait... on a combien en habilité? En habilité, pardon. Que je vérifie. Je crois qu'on avait... 29, 31. Putain, on a 31, c'est fou. C'est dingue quand même. 31. Il a 18, du coup on a 13 de différence. Ah bah non, Loliette, tu peux faire des jets de... Tu peux faire les jets ou pas? Si pas, je les fais dans la tour. Donc on est à 11 supérieur. Et il a combien de points de vie? Il a 25 points de vie. Donc il meurt à partir de... Il meurt à partir de 5. 5 ou plus. Ah. Alors c'est dans la tour AD. Allez, c'est parti. Et 9, GG.
C'est un one shot, tué sur le coup. Ça c'est beau ça, 213, un seul assaut. On a vengé le nain. Alors le Drakkar tombe à genoux et vous entendez d'horribles grincements métalliques tandis qu'il essaye en vain d'arracher son masque à tête de mort. Son aume a dans un premier temps amorti vos coups, mais ensuite le métal s'est enfoncé et lui a fracturé le crâne. Vous lui donnez un violent coup de pied qui l'envoie basculer par-dessus bord. Son corps tombe en tournoyant vers le lac Inraim où il va rejoindre le nain qu'il vient de tuer. Tout à coup, vous apercevez une jambe retenue prisonnière dans les cordages du bastingage. Le nain n'est pas mort, et encore moins en compagnie du Drakkar, plusieurs dizaines de mètres plus bas. Il est là, accroché au cordage, vous le saisissez par la jambe, et vous le hissez à bord avant de reprendre le combat. La plateforme a l'air déserte, aucune tête ne dépasse du parapet blindé, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose d'anormal. Instinctivement, vous sautez du pont arrière, et vous vous dirigez vers la plateforme en brandissant votre arme, prêt à frapper. Rendez-vous au 361. Les nains te remercient, ouais. Le nain est sauvé. On l'a même sauvé de la... Enfin, il a eu de la chance, il est resté accroché. Putain, encore un combat? Attendez. Ouais, je croyais que c'était le même. Je me dis, c'est pas possible, on revient au même paragraphe. Alors, vous plongez sous la grande voile, puis vous grimpez sur la plateforme au moment où se déroule une lutte désespérée. Le magicien aux cheveux blonds est en effet cloué sur le pont par une lance qui lui a transpercé le bras gauche. De sa main droite, armée d'un bâton, il tente de repousser son agresseur, mais celui-ci, un Drakkar, s'aperçoit de votre présence. Il se retourne brusquement et tire de son fourreau un cimeterre noir à lame recourbée. Toujours la même habileté et endurance. Si vous remportez le combat en 3 assauts au moins, si la bataille se poursuit jusqu'au 4e assaut, cessez le combat et rendez-vous immédiatement au 382. Bon bah il n'y aura pas 4 assauts, ça je vous le dis, c'est sûr. Donc je vous laisse faire le jet. Pareil, c'est exactement le même mob que tout à l'heure. Allez, je vais faire un petit jet comme ceci. Deux. Et pour le prochain, Loliette, merci pour tes points. Je utiliserai tes points pour faire le prochain jet. Donc 2. Alors, il prend 20 et nous on prend 2. On perd quand même 2 points de vie. On peut pas faire tous les combats non plus en one shot. On est quand même à 8 PV. Je pensais pas qu'on était si bas. Alors, donc le deuxième assaut, on fait un 10, enfin un 0. Du coup, tué sur le coup et on perd pas de points de vie. Alors 288. Ok. Alors le Drakkar vous maudit en exhalant son dernier souffle, puis il tombe de la plateforme, son douloureux cri d'agonie se perdant dans l'espace. Vous précipitez pour aider votre compatriote blessé, mais la bataille n'est pas encore terminée. Un cavalier sur sa monture crâne fond sur vous, une arbalète pointée vers votre tête. Il vous décoche un carreau qui file droit vers votre visage, mais tout à coup, un bruit aigu et métallique résonne à vos oreilles, tandis que la flèche rebondit au loin comme par miracle après avoir ricoché sur un bouclier invisible. Si vous possédez le pendentif à l'étoile de cristal, 399. Si vous ne possédez pas l'objet, le pendentif à l'étoile de cristal, on l'a évidemment, 399. J'ai pas l'impression qu'on a trouvé énormément d'objets pendant notre aventure, mais le truc c'est qu'on a trouvé les bons objets. C'est ça qui est cool. Alors Banedon baisse son bâton, un pâle sourire désabusé se dessinant sur son visage ravagé par la douleur. Hélas, je n'ai pas été assez vif pour me protéger, loup solitaire, dit-il en regardant son bras. Vous posez un genou à terre et vous retirez la lance qui le cloue au plancher. La blessure est sérieuse et vous vous hâtez de déchirer son habit bleu sombre afin de confectionner un pansement de fortune. Vous reconnaissez cet habit car il s'agit de celui des maîtres de voyage. Il semble que le jeune Banedon soit monté en grade dans l'ordre des magiciens depuis la dernière fois où vous vous êtes rencontrés. Décidément, nous sommes condamnés à nous rencontrer en leur compagnie, dit-il nerveusement, tout en observant les crânes et les Drakkars qui les montent. Aidez-moi à me relever, nous devons fuir avant qu'il ne nous oblige à gagner le sol. Vous soutenez le magicien tandis qu'il saisit la barre du vaisseau, une sphère de cristal aux 1000 facettes étincelantes située à l'extrémité d'une mince tige en argent. À peine a-t-il effleuré le cristal qu'une énorme explosion retentit. 323. Donc, ouais, on y va quand même dans les combats. Ouais, les combats, on est
On est tellement buffé que... avec nos stats qu'on roule sur tout, quoi. C'est un truc de fou. Et imaginez, c'est le premier bouquin que vous faites. Vous avez pas le glaive, vous avez rien, mais putain, pour réussir les combats, vous pouvez vous lever tôt. Hein. Je pense que le bouquin, vous le réussissez pas. Hein. Putain, c'est quoi ce truc? Le visage grimaçant d'un nain apparaît au milieu de la cabine. Je pensais que c'était une flèche qui lui avait percé le crâne. Ah, il est bizarre. Hein. Un bon vieux nain avec son gros fusil. Alors l'explosion est suivie d'un énorme nuage de fumée qui envahit la cabine située à l'arrière du pont. Tandis que le bruit de la détonation retentit à travers la plaine de sel désolée, vous percevez le cri d'agonie d'un crâne blessé qui tombe en tourbillonnant. L'une de ses ailes est percée d'un large trou. La fumée se disperse peu à peu et laisse apparaître le visage grimaçant d'un nain au hublot de la cabine. Des traces de suie noircissent ses joues rubicondes et accentuent la blancheur de ses dents. Le nain tient un tube de métal encore fumant que vous prenez de prime abord pour un bâton magique, puis vous remarquez que chaque membre de l'équipage est muni d'une arme identique. Les étranges tubes crachent feu et flammes en direction des crânes, et c'est alors que vous identifiez ces armes ainsi que leurs utilisateurs. Ce sont les nains du royaume montagneux de Bord. Ceux-ci sont célèbres à travers tout le Magnamund pour leur ingénieuse invention et notamment pour ces redoutables armes que vous voyez pour la première fois en action. Les crânes sont affolés par le bruit et s'enfuient à tire d'aile sans que les dracars puissent les retenir. L'ancêtre du fusil n'a fait qu'une seule victime, mais l'effet de dissuasion n'en est pas moins efficace. La déroute des assaillants vient de sauver le vaisseau de l'espace de la catastrophe. Banedon reprend le gouvernail et redresse rapidement le vaisseau jusqu'à ce qu'il se trouve en face des cimes assombries des montagnes du sud et de la faille caractéristique marquant l'entrée du passage du Daïr. Utilisez la table de hasard, donc là, on va faire un petit jet de hasard, hein. Et on est ici. On est au passage ici. Je sais pas pourquoi il nous demande de faire un jet, hein, peut-être pour voir si on est arrivé sans problème. Donc je vous laisse faire un jet de hasard. Si pas, je lance. Hop, je clique sur cliquer sur un dé. Alors on fait un 6. 3 et 9, 312. Alors les nains sont à présent en train de nettoyer le pont de tous les débris de bataille. Un guerrier drakkar mort gît sur le ventre, au sommet d'un empilement de caisses et de sacs regroupés sous la grand voile. Alors que les nains le tirent par les pieds pour le jeter par-dessus bord, il revient subitement à la vie et les envoie culbuter. Le drakkar hurle comme un fou, tout en faisant tournoyer sa hache qui décrit autour de lui une courbe sanguignolente. Un juron de malédiction retentit depuis son masque à tête de mort, puis il lève le bras pour lancer sa hache. De toute évidence, c'est vous qu'il prend pour cible. Si vous maîtrisez la discipline caille de la chasse ou celle du sixième sens, 210. Si vous ne le maîtrisez pas, blablabla, hasard, ok. Donc on a la maîtrise du sixième... Bon, on a les deux, la chasse aussi, c'est vrai qu'on l'a, 210. On a toutes les disciplines hein, maintenant, à part la guérison. Discipline maîtrise des armes qui ne nous aura jamais servi. Alors vous vous jetez au sol et vous connaissez... Et votre connaissance, Kai, vous fait échapper à la hache qui arrive en tournoyant sur la plateforme. Soudain, une explosion assourdissante retentit et le drakkar est violemment projeté en arrière. La cuirasse déchirée par le tir du nain, puis il disparaît dans les... attendez, je n'ai pas suivi. Une explosion assourdissante retentit et le drakkar est violemment projeté en arrière. La cuirasse déchirée par le tir du nain, puis il disparaît dans les ténèbres qui entourent la nef du ciel en lâchant un dernier cri. Comme en réponse au tir, un coup de tonnerre menaçant roule dans le ciel au-dessus de la plaine assombrie de Marrakech, et vous avez l'impression que la ville entière maudit votre fuite. Très inquiet, Banedon surgit à vos côtés. Il vous tend une main tremblante pour vous aider à vous relever, et vous remarquez que le pansement de fortune qui protège sa blessure est tout trempé de sang. Son visage est blême et vous avez l'impression qu'il va s'évanouir d'une seconde à l'autre. Si vous maîtrisez la discipline caille de la guérison, on l'a pas. Si vous ne maîtrisez pas cette discipline, 339. Putain, on n'a pas la guérison. Non, on va perdre notre mage préféré.
Deux nains escaladent la plateforme et se précipitent aux côtés de leur jeune capitaine. L'un d'eux ouvre une sacoche en velours. Ah ben non, les nains sont là, ils arrivent à la rescousse. Ouvre une sacoche en velours accrochée en bandoulière autour de son torse musclé et en sort un flacon de verre ainsi qu'un bandage de tissu propre. Avec d'infinies précautions, les nains soignent la blessure de Banedon. Celui-ci reprend peu à peu ses forces. Puis il vous écoute attentivement raconter les circonstances terrifiantes qui ont abouti à vos retrouvailles. Alors que vous arrivez à la conclusion de cette triste histoire, Banedon prend soudain la parole avec une ferme détermination. L'avenir du Summerlund est entre nos mains, loup solitaire. Nous devons absolument empêcher le Seigneur des Ténèbres, Hakon, de détruire le livre du Magnakai. Les nomades de la mer de la sécheresse m'ont parlé du tombeau de Majlan. Ils disent que c'est un lieu terrifiant, un endroit où règne la mort et où nul ne saurait survivre. Le site se trouve au-delà du Daïr, à proximité de l'oasis de Bal-Loftan. C'est tout ce que je sais car le tombeau de Majdan fut construit dans le plus grand secret, et les dernières traces qui en restaient ont été depuis longtemps recouvertes par les sables mouvants de la mer de la sécheresse. À ces mots, vous ne pouvez cacher votre déception, mais Banedon ne semble pas y accorder d'attention. Et il reprend, cependant tout espoir n'est pas perdu, il existe un homme, un seul qui peut nous conduire jusqu'au tombeau du mage Han. Il s'appelle Tipasa Edaruk, c'est-à-dire Tipasa le vagabond. C'est lui que nous devrons trouver car c'est le seul homme ayant jamais pénétré dans le tombeau du mage Han qui soit encore vivant pour en parler. 302. Ça sent la fin ça, à moins qu'on explore le tombeau sur ce bouquin, mais je sais pas. Alors Banedon prend la barre tandis que son extraordinaire vaisseau, la nef du ciel, ainsi que le nomment les nains, fait route à travers les ténèbres grandissantes vers le passage du Daïr. La visibilité diminue de minute en minute, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rien distinguer au-delà de la passerelle qui borde le vaisseau. Vous vous sentez plutôt mal à l'aise, car si la nef du ciel dévie de sa route, ne serait-ce que d'un pouce, vous irez vous écraser contre les parois abruptes de la montagne. Ne vous inquiétez pas, loup solitaire, dit Nolrim, le nain à la sacoche de velours, le capitaine s'en sortira. Banedon, quant à lui, se tient debout, la main délicatement posée sur le cristal étincelant et l'air absent, comme s'il était en transe. Ses yeux sont fermés et une série de pulsations nerveuses vous êtes saoul, vous passez par-dessus bord et vous mourrez.
Ça serait magnifique comme mort, ça. Alors, la bière épaisse et crémeuse a un goût de pomme verte. Ah ouais, c'est pas mal ça, tiens. Vous videz la moitié de la chope et vous essuyez la mousse restée sur vos lèvres du revers de votre manche. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si votre total d'endurance est inférieur à 15... on est à combien là? Je vois plus mes points d'endurance. Ah, bon. On est à 11. Si votre total d'endurance est inférieur à 15, ôtez 2 points au chiffre que vous avez tiré. Si votre total est supérieur à 25, ajoutez 2 points au chiffre que vous avez tiré. Si vous possédez le titre de savant caille, ajoutez 3 à ce chiffre. Si ce résultat obtenu... Attendez, est-ce qu'on a le savant? Normalement, oui. Je pense... Savant, normalement, c'est... C'est genre 7-8 disciplines, je pense. Attendez, parce que... J'ai vu que... je vais couper la musique parce que la playlist est terminée. Du coup, si ça enchaînait sur une musique copyrightée, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Enfin, des emmerdes, d'avoir de strike de la vidéo. Donc j'ai coupé la musique. Du coup, ouais, je devais regarder où on en était. Au niveau de notre titre caille. Putain, c'est où? Ah, ici. Savant 9. Je crois qu'on est savant. Hein. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9, on est savant. Alors, du coup, je vais faire un lancer de dés. Je pense que le liet avait demandé des dés de lancer dans la tour. Donc, on a plus 3, moins 2. Puisqu'on est inférieur à 15, on a moins 2. Et on a quand même le titre de savant, donc on a plus 3. Donc au final, on a plus 1. Allez, c'est parti, je lance le dé. Priez pour que ça soit un gros chiffre. 8, ouais, c'est parfait. 8 plus 3, 11. Si le résultat est supérieur à 7, 218. Allez, c'est bon ça. Je crois que normalement, ça va être plutôt positif. Les nains poursuivent leur repas, s'arrêtent uniquement de temps en temps pour allumer de grandes pipes à couvercle. À travers les volutes de fumée bleue qui s'élèvent dans la petite cabine, vous remarquez qu'ils vous jettent des regards inquiets, comme si vous alliez vous écrouler d'un instant à l'autre. Au bout de 5 minutes, Nolrim lève sa chope pour porter un toast. À loup solitaire, un homme parmi les nains. Les nains rient grassement aux paroles ironiques de Nolrim, puis à leur tour, ils lèvent leur chope pour saluer votre courage et votre vaillance. La bière de bord a délié leur langue et ils sont tous impatients de vous raconter leurs anciens faits d'armes. 291. Je pensais qu'on allait regagner des points d'endurance, moi. Alors vous apprenez que les nains formaient jadis l'équipage d'un vaisseau beaucoup plus conventionnel appartenant à un riche armateur dont les bateaux sillonnaient les Tantarias du sud de Magnamund. Les Tantarias se regroupent des milliers de lacs et d'archipels qui forment une sorte de canal étendu sur plusieurs milliers de kilomètres. Ils furent formés ainsi que le Rimerift de Durénor par un gigantesque glissement de terrain. Il y a 3 ans, le précédent capitaine des nains, un nain appelé Quan, perdit son bateau, son chargement et son équipage en jouant aux cartes. Il semble que l'infortuné capitaine n'ait été au courant de la véritable profession de Banedon que bien trop tard. C'est ainsi que Banedon devint le capitaine des nains, et depuis ils ont vécu ensemble de nombreuses aventures sous les cieux du sud du Magnamund. La nef au ciel, quant à elle, fut donnée à Banedon par les magiciens de Dessi en récompense de son aide précieuse qui contribua largement à la défaite du Gagadot, une créature monstrueuse qui terrorisait leur pays et que leur propre sorcellerie ne parvenait pas à maîtriser. La nef du ciel faisait route de Dessi à Barakesh lorsque vous fîtes votre apparition. Les nains n'ont pas perdu un mot de votre conversation avec Banedon et ils sont tout excités à l'idée d'une nouvelle aventure, apparemment inconscients des dangers qui les attendent. Rendez-vous au 359. Je suis pas assez riche pour lancer. Bah si, t'as dépensé des points de chaîne. Alors j'ai mis 500 points, je sais pas si c'est trop cher ou... Je sais pas combien de points on gagne
Par exemple sur un stream, faudrait que je regarde, je sais pas si on sait le voir d'ailleurs. Alors la fatigue finit par avoir raison de vous et vous ne parvenez même plus à garder les yeux ouverts. Nolrim vous indique une couchette dans la soute de la nef du ciel. Reconnaissant, vous vous installez pour dormir, puis vous rabattez la couverture sur vos membres endoloris. Nolrim s'excuse de la petite taille de la couchette, mais vous ne l'entendez même pas car vous êtes déjà plongé dans un profond sommeil. Ce repos bienfaisant vous fait gagner 2 points d'endurance. Ah, ça c'est bien ça. On regagne 2 points. On est à 13. Rendez-vous au 300. Peut-être si on avait raté le jet de hasard, bah on n'aurait peut-être pas regagné de l'endurance. Alors vous êtes réveillé peu après le lever du sommeil par les... le lever du sommeil, rien à voir. Par le lever du soleil par les ronflements des nains et le bourdonnement grave qu'émet la nef du ciel. Vous rassemblez votre équipement et puis vous grimpez sur le pont. Tout est plongé dans l'obscurité car la nef du ciel est en train de planer juste en dessous d'un énorme rocher de grès qui s'avance en saillie du flanc de la montagne à des centaines de mètres au-dessus de la vallée. Banedon est toujours à la barre, mais il n'est plus en transe. Des crânes, crie-t-il tout à coup, en pointant l'index vers la vallée écrasée de soleil, par-delà l'ombre projetée par le rocher. Ils arrivent avec l'aube. Vous contemplez cet étrange paysage, un plateau montagneux, fantastique, profondément encaissé, d'où s'élèvent d'énormes rochers qui forment de véritables colonnes rocheuses dont l'équilibre semble très précaire. Les Vassagoniens appellent cet endroit les fouzes, c'est-à-dire les aiguilles. Ces colonnes de pierre s'élancent si haut que vous avez l'impression qu'elles vont s'écrouler d'une minute à l'autre. Perchés sur ces cheminées de pierre, vous apercevez des crânes et debout à côté d'eux, des dracars qui scrutent la vallée avec des longues vues. Ils restent ainsi plus d'une heure, puis ils s'envolent dans les airs et disparaissent. Hissez la grand-voile, ordonne Banedon d'une voix tout juste audible, dans le vacarme assourdissant que fait la nef du ciel en vrombissant. Nous devons fuir rapidement et une longue course nous attend. Si vous possédez un cube de cristal noir, 229, je pense pas qu'on a ça. Vous vous rappelez qu'on a trouvé un cube de cristal, ça ne me dit rien du tout. Alors je vérifie, dans les objets spéciaux. Alors, pendentif, billet, lance, glaive, diamant, casque, effigie, code de maille. Non, on n'a pas de ce cube, je sais pas d'ailleurs où on aurait pu trouver ça. C'est pas grave, du coup, on est 247. Ça nous fera peut-être faire un petit détour. Alors, le voyage que vous effectuez à travers les Fouzes est absolument extraordinaire. La nef du ciel se faufile en planant entre de hautes colonnes de pierre qui s'élèvent de la vallée. Ces pitons rocheux forment un paysage fantastique d'une grandeur surnaturelle. Très loin en dessous, au fond de la vallée, des bulles d'eau sulfureuses montent lentement des fissures du sol orangé et des flots de lave incandescentes creusent en grondant des canaux circulaires qui rougeoient tels des douves remplies de feu liquide. Vous observez le ciel, mais il n'y a aucun signe d'une présence ennemie. Ikaresh, le repère de l'aigle, dit pensivement Banedon. C'est là que nous trouverons Tipasa le vagabond, car Ikaresh est sa ville natale et toute sa famille y demeure. Bien qu'il passe la majeure partie de son temps à errer dans la mer de la sécheresse, il finit toujours par retourner chez les siens. Après avoir traversé les Fouzes, vous atteignez enfin d'après-midi les collines qui dominent la ville d'Ikaresh. Banedon pose la nef du ciel au sommet d'un rocher, puis lance une échelle de corde au sol. Il a été convenu que Banedon et vous irez à pied jusqu'à Ikaresh afin de rechercher Tipasa, tandis que Nolrim et l'équipage attendront votre retour en cachant la nef dans les environs. En effet, la vue de la nef du ciel survolant la ville risquerait de donner à votre arrivée une publicité quelque peu gênante. Avec Banedon, vous préparez votre expédition en vous enduisant le visage avec une pâte brune tirée des baies de Kopala et en revêtant les habits gris et blancs communément portés par les montagnards de cette région. Ainsi déguisé, vous dites adieu à Nolrim et vous partez à travers les collines nues et désolées. Alors là, il faut faire un jet de hasard. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'action sur la fin du bouquin. Enfin, dans tout le bouquin, en fait, c'est assez plat niveau... Autant au début, ça commence fort, après, ça s'essouffle. C'est des longs paragraphes pour décrire des lieux et il se passe pas grand-chose. C'est pas le meilleur qu'on ait lu, je trouve.
Mais au niveau, il est chouette au niveau des descriptions de paysages, tout ça, c'est pas mal, quoi. Franchement, on s'y croirait. Allez, je vais faire le jet de dés, du coup. Alors, on fait un 2. Rendez-vous au 337. Putain, on a fait un jet de merde. Alors maintenant que la légère brise qui vous rafraîchissait à bord de la nef du ciel ne souffle plus, la chaleur des montagnes s'avère presque insupportable. Vos pieds s'enfoncent profondément dans le sable rouge et vous avancez avec peine, vous protégeant le visage contre la poussière âcre que vous soulevez à chaque pas. La seule végétation qui parvient à pousser sur cette terre désolée est une herbe dure et tranchante comme l'acier qui écorche le cuir de vos bottes et de vos jambières. Alors que vous atteignez les environs d'Icarèche, vous passez à proximité d'une hutte ronde. Une chèvre est attachée à une mangeoire près de la porte et un homme surgit soudain dans l'encadrement. Il vous souhaite la bienvenue d'un geste amical puis vous invite à entrer dans son humble cabane. Si vous désirez accepter son invitation, si vous préférez décliner poliment son offre et continuer votre route vers Icarèche, si vous maîtrisez la discipline caille du 6e sens, 365. Donc on va utiliser 6e sens. Alors vous sentez que l'amitié que vous offre cet homme est sincère. Si vous acceptez son hospitalité, il pourra peut-être vous aider à trouver Tipasa le vagabond. Si vous désirez entrer dans sa maison, si vous préférez continuer votre chemin vers Icarèche sans vous arrêter, 272. Alors est-ce qu'on fait confiance à cet homme? Alors, donc, entrée, maison, oui ou non? Pas confiance, perso. Pourtant, le 6e sens nous dit que l'amitié que vous offre cet homme est sincère. Après, je ne sais pas, hein, mais vous êtes tous les deux à mettre non, tiens. Après, c'est peut-être un piège, hein. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore utilisé de point de destin au final. Alors, toujours les votes sont sur non. On va mettre. C'est 272. Bon, nous ne saurons pas ce qu'avait à raconter cet homme. Vous suivez un sentier qui longe le lit maintenant asséché d'une vieille rivière qui jadis coulait à travers les montagnes. Une brise soulève des tourbillons de poussière rouge le long des rives de terre arides et stériles. Les bâtisses aux murs blancs d'Icarèche apparaissent soudain, et tandis que la poussière retombe lentement, vous vous retrouvez sur une place près du porche grand ouvert de la porte est de la ville. Sur un grand monolithe en basalte planté au milieu de la place se trouve un aigle en bronze, emblème de cette ville de montagne. Dans son bec, le rapace tient 3 flèches indiquant chacune une direction différente pour sortir de la place. Si vous souhaitez aller au nord vers le marché au Dougas, 376. Si vous préférez aller à l'ouest vers la place principale. Si vous souhaitez aller vers le sud en prenant l'avenue des Aigles. Ah, donc là, une direction, trois directions s'offrent à nous. Alors donc on a les marchés, le marché, la place principale. Et le troisième c'est l'avenue des Aigles. Voilà, le sondage est dispo. Moi je dis ça serait cool d'aller au marché, non? Au marché, il y a toujours des gens avec qui on peut discuter. Alors pour l'instant, vous mettez donc la place principale. Ok. Ah, il y en a un qui dit le marché aussi.
Vous pouvez utiliser vos points de chaîne hein, pour si vous voulez voter plus, n'oubliez pas. Si vous voulez vraiment que votre choix soit pris en compte. Je crois que c'est 100 points par vote supplémentaire. Alors, pour l'instant, le marché est en tête, le marché gagne. Ok, on va aller faire un petit tour là-bas. Je pense que c'est pas plus mal. Vers le nord, 376. Alors vous suivez la rue pendant quelques mètres avant d'arriver devant une longue bâtisse aux murs blanchis à la chaux et percée de petites fenêtres étroites et sinistres. Un garde assis sur le trottoir somnole au soleil couchant, sa lance entre les jambes. Quelques enfants lui lancent des fruits de l'arnumier pourris en visant l'extrémité de sa lance. En face du bâtiment, devant une taverne, sont alignés plusieurs dougas scellés et attachés par leurs rênes à un poteau près de l'entrée. Les cris de ces chevaux du désert rivalisent avec les rumeurs joyeuses qui parviennent de l'intérieur de l'auberge. Si vous souhaitez entrer dans la taverne, si vous préférez continuer vers le marché au Dougas 202. 5 minutes sur le strip, tu prends 10 points de chaîne. Ah ok, c'est pas énorme. Du coup, je baisserai peut-être le prix, parce que c'est vrai que... Donc on a dit, on entre dans la taverne ou pas? Les tavernes, c'est toujours bien pour rencontrer des gens et obtenir des informations. Je dis ça, je dis rien. Je vous apprends rien non plus. Perso, j'ai rien du tout qui monte en point. Sérieux? Normalement, à chaque fois sur les points, t'as un petit truc qui apparaît tous les, je sais pas, X temps. Si tu cliques dessus, ça te donne des points bonus. Mais après, si t'es sur une application spéciale, là, je connais pas. C'est peut-être pas activé. Oui, je pense que dans la taverne, il y a toujours moyen de récolter des infos. Soit c'est un traquenard, soit t'as des infos. C'est jamais neutre en fait. Il se passe toujours un truc. 351, ok. Alors que vous approchez de la porte, Banedon vous donne un bon conseil. Prends garde à ton orle solitaire, rien ne tente plus les Ikareshi qu'une bourse bien remplie. Tu peux avoir confiance en leur sens de l'honneur, mais si tu les crois honnêtes, ils te laisseront nu comme un verre. À l'intérieur de l'auberge règne une atmosphère de fête. Les tables ont été rapprochées pour former un grand demi-cercle devant lequel se trouve un homme large d'épaules, vêtu d'un somptueux costume brodé. Porte au côté une épée incrustée d'or dans un fourreau de velours bleu vif, aussi éclatante que son pantalon de soie. L'homme enlace affectueusement ses compagnons, embrassant ses amis et les membres de sa famille qui ont parcouru de nombreux kilomètres pour assister à son mariage. Sa femme est assise à ses côtés, le visage dissimulé derrière un voile de perles étincelantes. Soudain, la musique emplit l'auberge et les invités se pressent au centre de la salle pour entamer la danse du mariage. À l'autre bout de la pièce, vous apercevez la propriétaire de l'auberge, une vieille femme corpulente habillée en noir. Les larmes aux yeux, elle regarde se dérouler les festivités. Si vous souhaitez l'approcher pour lui demander où se trouve Tipasa le vagabond, 276, si vous préférez quitter la taverne et continuer votre chemin, 202. Alors, est-ce qu'on va parler à la vieille dame, enfin la tenancière? Je pense que j'utilise pas les trucs officiels. Ouais. C'est peut-être ça, hein, je sais pas. Ou alors ça se met peut-être pas tout de suite à jour sur ton truc non officiel. Alors oui, nous allons parler à cette femme.
On était où 276. Alors, pourquoi me demandez-vous cela rétorque-t-elle d'une voix soupçonneuse tout en clignant des yeux pour sécher ses larmes. Quel genre d'affaire voulez-vous traiter avec le vieux Tipasa? C'est un ami, répond Banedon en posant une pièce d'or sur le comptoir de la taverne. Aussitôt, la vieille femme recouvre la pièce de sa main avec une expression de malice et de convoitise. Souchilia est vieille, sa mémoire n'est plus très bonne, dit-elle en fixant du regard la bourse de Banedon. Celui-ci tire sur les cordons pour sortir une autre pièce, mais sa bourse... Pardon, excusez-moi. Mais sa bourse a été vidée par un habile pickpocket et elle ne contient plus la moindre pièce. Banedon devient rouge comme une pivoine et tout penaud évite votre regard narquois. 5 pièces d'or pourraient me rafraîchir la mémoire, reprend la vieille, en s'adressant à vous cette fois. Si vous souhaitez lui donner les 5 pièces d'or qu'elle réclame, déduisez-les sur votre feuille d'aventure, rendez-vous 326, si vous n'avez pas les moyens de payer, nanana. Ok, bon, on va lui donner, hein. De toute façon, on est riche. Envie de dire, c'est pas ça qui va nous ruiner. Hein. 326. Qu'est-ce que c'est 5 pièces d'or pour notre richesse Alors, remontez la rue jusqu'au marché aux Dougas, dit alors la vieille femme. Derrière les écuries, vous trouverez une ruelle. Tipasa y habite la maison à la porte bleue. Ah, ça faut retenir la porte bleue. Tout en prenant garde à tenir les mains sur votre bourse de pièces d'or, vous frayez un chemin parmi les danseurs pour gagner la porte de la taverne, tandis que Banedon, confus et penaud, vous suit en maugréant dans sa barbe. Rendez-vous au 202. On a obtenu une information utile. Alors vous passez sous un porche voûté flanqué de 2 tours coniques dont les toits en cuivre brillent comme de l'or. Puis vous arrivez sur une grande place noire de monde où se tient un marché. De nombreux commerçants haranguent la foule et les marchandages vont bon train. On peut acheter ici toutes sortes d'objets colorés, des tapis exotiques et une grande variété de produits agricoles. La partie nord du marché est consacrée à la vente aux enchères de dougas, des animaux du désert aux poils lisses et très bruyants. Ceux-ci ont été parqués dans un enclos attenant aux écuries, près duquel se pressent les futurs acheteurs. Juste derrière les écuries, une rue disparaît dans le quartier des fabricants de tapis, dit Karesh. Si vous souhaitez entrer dans les écuries, 309, si vous voulez demander à l'un des marchands où se trouve Tipasa, rendez-vous 248. Si vous préférez quitter le marché, rendez-vous 386. Alors là, on sait où il faut aller, puisqu'on vient d'avoir l'info, donc il faut aller dans les écuries. Donc on va aller au 309. Ça ne sert à rien, évidemment, d'aller discuter avec les marchands, puisqu'on a déjà l'info. Donc allons-y, on va au 309. On perd pas de temps. Alors que vous pénétrez dans les écuries, l'odeur forte des dougas vous prend la gorge et vous ne pouvez vous empêcher de vous boucher le nez tout en serrant les dents avec une grimace de dégoût. Un jeune garçon se met à rire de votre réaction et s'écrie « Je donnerai ma main à couper que vous n'êtes pas, dit Carèche-vous ». Puis il se met à imiter votre mot, révélant dans sa mimique une rangée de dents abîmées. « Sais-tu où je pourrais trouver Tipasa le vagabond » demande Banedon tout en brandissant un anneau d'argent. Une lueur de convoitise brille soudain dans les yeux du garçon à la vue du métal étincelant. « Mais oui, bien sûr, réplique-t-il avec empressement. Remontez l'allée et prenez la première ruelle à votre gauche. Le vieux vagabond y habite la maison à la porte bleue. D'une chiquenaude de Banedon. Mais ça lui servait à rien de donner ton anneau, toi t'es con quoi. On avait déjà l'info, l'autre il veut lui donner son anneau d'argent quoi. Alors le vieux vagabond y habite une maison à la porte bleue. D'une chiquenaude, Banedon lance l'anneau en l'air et le gamin s'en saisit au vol avec avidité. Vous quittez ensuite rapidement les lieux et vous commencez à chercher la ruelle qu'on vous a indiquée. Au moment même où vous l'atteignez, vous entendez le jeune garçon pousser un cri de déception. L'anneau vient de se volatiliser au creux de sa main. Sans y accorder plus d'attention, vous engagez dans la ruelle sombre et malpropre au bout de laquelle vous découvrez enfin la maison à la porte bleue 206. Oh le salaud, il lui a fait un tour de magie.
Le salaud. Alors vous frappez, mais vous n'obtenez aucune réponse. Vous vous apprêtez à frapper une nouvelle fois, lorsque la porte s'en trouve de quelques centimètres. Vous apercevez les yeux rougeoyants d'une vieille femme qui brille dans les ténèbres. Banedon, s'écrie-t-elle d'une voix chevrotante et enrouée. Grâce à Dieu, c'est vous. Elle vous introduit tous deux dans la maison et verrouille la porte. La pièce est presque vide et les quelques meubles qui s'y trouvent sont cassés ou en mauvais état. Ils l'ont pris, Banedon. Les hommes au visage de la mort ont pris mon mari il y a 10 jours. Ils sont venus comme des ombres dans la nuit. Tout à coup, s'effondre son corps maigre secoué par les sanglots. Banedon la réconforte du mieux qu'il peut, mais vous sentez qu'il partage également sa douleur. Les Drakkars se sont emparés de Tipasa, il n'y a pas de doute, et à l'heure actuelle, ils ont déjà dû lui faire dire tout ce qu'ils savaient au sujet du tombeau du Majdan. Nous le trouverons, je vous le promets, dit Banedon en essuyant les larmes qui ruissellent sur le visage de la vieille femme, mais vous devez essayer de nous aider si vous le pouvez. Nous savons que Tipasa gardait toujours un journal de ses voyages, est-il toujours en votre possession ? Une étincelle d'espoir se met à luire dans les yeux de la vieille femme. Oui, il est ici. Il m'a dit de le cacher quand ses brutes sont venues le chercher. Elle s'agenouille devant la cheminée, déloge une brique descellée dans l'âtre, puis en retire un livre relié de cuir. Elle le tend à Banedon qui en étudie très attentivement les pages jaunies. En regardant par-dessus son épaule, vous remarquez que le livre est rempli de symboles secrets, de chiffres et de mystérieux pictogrammes. Toutes ces figures représentent les différentes positions des étoiles, dit Banedon en suivant du doigt les lignes de la carte astronomique. Je suis sûr qu'elle recèle le secret que nous cherchons. Mais sans ma carte du ciel, nous ne réussirons pas à trouver le tombeau du Majdan. Dès la première lueur de l'aube, nous retournerons à la nef du ciel. Une fois à bord, je devrais pouvoir comprendre l'énigme de ce livre. Rendez-vous au 331. Putain, what the fuck? C'est une énigme. Alors je vais faire appel à vous parce que putain, il n'y a pas de chiffre de paragraphe, mais il va falloir trouver l'énigme. Alors vous n'arrivez pas à trouver le sommeil tellement vous êtes préoccupé par l'issue prochaine de votre expédition. Et vous êtes hanté par la pensée que les seigneurs des ténèbres ont peut-être déjà trouvé le livre du Magna Kai. Vous vous levez avant l'aube et vous prenez un petit déjeuner frugal composé d'une galette de farine et de lait de brebis. Puis Banedon et vous vous remettez en route après avoir salué et remercié la femme de Tipasa. Le voyage de retour vers la nef du ciel se passe sans incident et à midi vous atteignez la faille rocheuse où le vaisseau est ancré. Nolrim est le premier à vous accueillir, mais il ne peut pas cacher sa déception en constatant que vous revenez seul. Ne t'inquiète donc pas, la réponse se trouve là, dit Banedon en lui montrant le journal de Tipasa. Prépare-toi à hisser les voiles. Tandis que la nef du ciel s'élève lentement dans le ciel azuré, Banedon passe la barre à Nolrim et vous demande de le suivre dans sa cabine à la proue du vaisseau. 3 heures durant, il examine attentivement ses cartes, faisant de nombreux calculs et vérifiant les cotes données par ses instruments de mesure, afin de trouver la situation exacte du tombeau du Majdan. Cela ne sert à rien, finit-il par dire, exténué et découragé. Je n'arrive pas à sonder le mystère de tous ces chiffres. Alors que vous feuilletez à votre tour les pages du journal de Tipasa, vous comprenez subitement que celui-ci est rédigé en code. Ce que Banedon a supposé être la position des étoiles est en réalité un message codé à 3 chiffres qui donne une localisation extrêmement précise du tombeau. Consultez la carte qui figure au début du livre pour vous aider à découvrir le tombeau du Majdan, d'après les indications suivantes. Le premier des 3 chiffres est égal au nombre d'oasis qui se trouvent entre Ikaresh et Bir Adalou. Le deuxième de ces chiffres représente le nombre des cités de Vassagonie. Le troisième chiffre, quant à lui, est égal au nombre d'îles qui se trouvent au large des côtes de Cap Kabar. Lorsque vous aurez déchiffré le code, inscrivez les 3 chiffres dans l'ordre donné. Vous obtiendrez alors le numéro de paragraphe où vous devez vous rendre à présent. Oh putain. Wow, c'est chaud ça. Alors, le premier est égal au nombre d'oasis qui se trouvent entre Ikaresh et Bir Adalou. Attendez, ce qu'on va faire, ça sera plus simple. On va faire comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien la carte. C'est peut-être trop petit, non?
Donc Bir Adalou, ça se trouve où? Ici. Ikaresh et... Ici, où Ikaresh? Ici. Du coup, il faut compter nombre d'oasis qui se trouvent entre ces deux trucs. Il y en a un ici, 2, 3. Bon, je crois que là on peut pas se gourer. À moins que celui-là ne compte pas, mais je dirais que si, puisque si on fait comme ceci, 1, 2, 3. Pour moi, il y en a 3. Donc ça c'est bon. Le deuxième de ces chiffres représente le nombre des cités de Vassagonie. Putain, le nombre des cités de Vassagonie, il y en a combien? Une. Putain, c'est chaud, hein. Les cités, c'est... Je dirais c'est celles qui ont un drapeau, non? Est-ce que ce serait pas celle où il y a un drapeau? C'est chaud, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce que si on compte les petites... Attendez, il y en a une que j'ai pas comptée ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je les avais toutes comptées? Ah non, 6. 360. Et du coup... Nombre d'îles qui se trouvent au large des côtes de Cap Cabar. Cap Cabar est ici quelque part, je l'avais vu, il me semble ici. Et 3 îles. Donc là, on peut pas se gourer. 3 et 3, ça c'est sûr. Je dirais 363 en premier essai. Est-ce qu'on essaye ça, oui ou non? J'ai peut-être pas bien compté les villes, mais je pense qu'il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. J'en vois pas d'autres. Est-ce qu'on essaye ça, les gars? 363, ça vous paraît bien ou pas? On essaye de le faire en one shot du premier coup. Si vous avez autre chose à proposer. En tout cas, pour les oasis, ça m'a l'air bon. Pour les îles aussi, donc 3 et 3, ça c'est quasi sûr. Non, c'est pas ça. C'est pas 363. J'en aurais raté une. Toudoudoudoum. Ou alors c'est ça les cités, peut-être? Attendez. Ce serait pas ces petits machins là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 373 du coup. Ah, c'est ça. J'ai trouvé, s'écrit Banedon en pointant l'index sur la carte de la mer de la sécheresse posée sur sa propre carte du ciel. 200 km à l'ouest de Bir Adalou et 200 km au sud de l'oasis de Bal Loftan. Puis il prend une plume d'oie et inscrit le tombeau du Majan. Vous examinez la carte et vous essayez d'évaluer la distance qui vous sépare de votre but. Banedon remarque l'expression de doute qui se peint sur votre visage et tente de vous remonter le moral. Ne t'en fais pas, loup solitaire, nous y serons avant l'aube. Sa confiance vous fait sourire, mais c'est plus ce qui vous attend à l'arrivée au tombeau que le voyage en lui-même qui vous inquiète. 320. C'est sûr qu'aller dans un tombeau, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant, on va dire. En tout cas, on a bien... on a trouvé assez facilement. Bon, c'était pas si dur que ça au final. Alors, le jour se lève derrière une colline basse semée d'arbustes touffus. La nef du ciel a fait route rapidement à travers les ténèbres de la nuit, et vous vous trouvez à présent dans les contreforts des monts
Koneshi, dont les replis rocheux pourront dérober le vaisseau de l'espace aux regards indiscrets. À 25 km au nord, au-dessus d'une étendue de pierrailles et de broussailles desséchées, se dresse le tombeau du Majan. Banedon et vous vous remettez en route, soucieux de ne pas perdre de temps tant que vous pouvez bénéficier de la protection de la nuit. À présent, tandis que le disque rougeoyant du soleil s'élève lentement à l'horizon, vous découvrez enfin le but de votre voyage. De gigantesques fouilles ont mis à nu le cœur de cette terre aride en creusant les alentours des tombeaux ancestraux. Des milliers de Giacs, les serviteurs malveillants et rusés des seigneurs des ténèbres, travaillent sans relâche, sous les ordres des Drakkars, pour dégager de cette énorme carrière des tonnes de pierre et de sable, portant péniblement leur lourd fardeau sur le dos jusqu'au sommet du cratère. Non loin du bord de la carrière, un campement de tentes noires entoure un grand dé voûté. À côté de cet édifice se trouve une énorme créature ailée, un Slan impérial. Sa présence révèle clairement que les seigneurs des ténèbres Hakon est déjà sur les lieux. À cette pensée, un frisson vous parcourt l'échine, mais vous reprenez courage en observant les esclaves. Le fait que ceux-ci continuent à travailler prouve que leur mission n'est pas encore accomplie. En d'autres termes, le livre du Magna Kai n'a sûrement pas encore été découvert. Cependant, impossible d'approcher des fouilles sans être vu. Vous devez attendre que la nuit soit tombée pour tenter de pénétrer dans le tombeau. Pendant ces longues heures d'attente, il a été convenu que Banedon, de son côté, essaiera de trouver Tipasa. Il est fort probable en effet que ce dernier est retenu prisonnier à l'intérieur du campement, car les seigneurs des ténèbres ne le tueront certainement pas avant d'avoir découvert le trésor qu'ils cherchent avec tant d'acharnement. Au cours de cette journée, vous devez obligatoirement prendre un repas, sans quoi vous perdrez 3 points d'endurance. N'oubliez pas de noter, nanana. Et rendez-vous au 286. Ok. Ça fera une place en plus dans le sac. Hop. 6, 7, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va rentrer dans ce tombeau. Alors que la nuit tombe, vous entamez votre mission désespérée. Les Giacs ne posent pratiquement pas de problème que vous ne puissiez résoudre grâce à vos qualités de guerrier, car ils sont épuisés. Seuls les Drakkars montrent quelques signes de vigilance, mais là encore, ils sont moins d'une douzaine à patrouiller dans tout le cratère. Ce n'est donc pas avant d'avoir atteint l'entrée principale du tombeau que vous rencontrerez de réelles difficultés. Non loin de vous, un Drakkar monte la garde, ses yeux cruels brillent derrière son masque à tête de mort enfermé. Mais de temps à autre, il relâche son attention pour aller prendre un peu d'eau dans une cruche. Si vous maîtrisez la discipline si vous possédez la discipline de la maîtrise de la psychique de la matière, si vous ne maîtrisez pas, non. Donc on a la discipline 214. On va empoisonner sa cruche. Alors vous concentrez votre pouvoir sur une pelle posée dans une brouette non loin de vous, afin de détourner l'attention de la sentinelle. Sous votre influence, l'outil se met à s'agiter, le Drakkar entendant le bruit, quitte aussitôt son poste. Le temps qu'il retourne à sa place après cette fausse alerte, vous êtes déjà dans le tombeau du Majan, rendez-vous au 395. On est proche de la fin. Tombeau sera le dernier lieu. Alors vous apercevez aussi loin que porte le regard une longue galerie creusée dans le grès qui descend droit devant vous. Des torches fixées au mur éclairent en crépitant des pictogrammes gravés dans la pierre jaune. À intervalles réguliers, vous remarquez des dalles aux rebords rugueux scellées dans le sol. En vous baissant pour examiner l'une de ces dalles les plus près, vous comprenez avec effroi ce qui a dû se passer. Lors de la construction du tombeau, de nombreux pièges mortels avaient été creusés pour empêcher que les lieux ne soient profanés. Les seigneurs des ténèbres connaissaient leur existence, et lorsqu'ils firent désensabler la galerie, au lieu d'avertir les Giacs de leur présence de ces choses-trappes, ils se servirent d'eux afin qu'ils les repèrent au prix de leur vie. Une fois le piège découvert, on recouvrait les corps des malheureux esclaves avec du sable, puis le trou ainsi comblé, on posait une dalle. Vous êtes rempli d'indignation en pensant à la barbarie de ces opérations. Vous suivez la galerie pendant un bon kilomètre avant d'arriver à une grande porte en pierre. Les montants de la porte sont finement ouvragés,
Mais la porte elle-même est faite d'un seul bloc. Par un trou creusé dans le plafond passe un faible rayon de lumière qui forme au sol une petite flaque claire. Juste à côté, vous remarquez un trou identique à celui du plafond. Par ailleurs, dans le mur près de la porte, vous apercevez une empreinte creuse triangulaire, pas plus grande qu'une pièce d'or. Si vous possédez un prisme 233, si vous possédez un triangle de pierre bleue, si vous ne possédez aucun de ces objets. Je crois qu'on a un prisme, non? Je pense qu'on avait pris un... Ouais, on a un prisme. Yes. Et l'autre, c'est quoi? Un triangle de pierre bleue. Ça, je pense pas qu'on ait. On a un prisme, on avait pris dans les objets 233. Alors en plaçant le prisme au centre du rayon, vous dirigez la lumière vers le trou creusé dans le sol. Vous entendez les dalles de pierre frotter l'une contre l'autre, puis vous voyez la porte s'ouvrir lentement sur une grande pièce. Cette pièce est faiblement éclairée, mais vous voyez se dessiner dans la poussière qui recouvre le sol de marbre d'innombrables traces de pas. Tandis que vous entrez, vous apercevez tout à coup un trône en pierre brute qui fait face au mur du fond de la pièce. Derrière vous, la porte se referme silencieusement à une vitesse déconcertante 289. Alors le trône commence à tourner, un terrible hurlement parvient à vos oreilles, puis se change presque instantanément en une série de grognements rauques évoquant une langue dure et gutturale que vous n'avez jamais entendue auparavant. Des mots et des bruits tels qu'une bouche humaine jamais n'articula... Attendez, je comprends pas là. Des mots et des bruits tels qu'une bouche humaine jamais n'articula roulent à travers la pièce comme des éclats de tonnerre. C'est le langage noir parlé par Hakon, seigneur d'Arnak et seigneur des ténèbres d'Elgedad. Tandis qu'il se lève lentement du trône, la voix sépulcrale surnaturelle sortant de sa bouche continue à retentir. Il tient au creux de sa main gantée une pierre étincelante. Une petite flamme bleue est retenue en son cœur. Brusquement, le langage d'Hakon se transforme et vous pouvez entendre une langue qui vous est familière, le langage du Summerlund. Ton heure est venue, Seigneur Kai. Soudain, un craquement assourdissant retentit. Une redoutable puissance est en train de naître. En effet, quelques secondes plus tard, un tourbillon de flammes bleues se dirige vers votre tête. Si vous possédez le glaive de Sommer, 311. On a le glaive. Évidemment. Le glaive qui nous sauve à chaque fois les miches. Alors vous levez votre glaive d'or juste à temps pour parer la décharge d'énergie brute. Celle-ci crie sur votre lame et va exploser contre le mur de la pièce, creusant dans le roc un trou de plusieurs dizaines de centimètres de profondeur tout en dégageant un épais nuage de poussière. Sous le choc, le glaive de Sommer vous échappe des mains et fend l'air en décrivant un arc de cercle avant d'aller se planter avec force dans le sol. Roulant sur vous-même, vous vous abritez derrière une colonne tandis que Hakon vous crie ironiquement « Ta dernière heure est arrivée, Seigneur Kai. Si vous désirez, allez rechercher le glaive de Sommer, 278. Si vous préférez tenter de gagner un autre abri, avant que la poussière ne soit retombée, 350. Si vous jurez préférable de rester là où vous êtes, 230. Ah, en fin de l'action, qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Donc soit on va rechercher le glaive, soit gagner un autre abri, ou rester sur place. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On a perdu Loliette, je pense. L'énigme aura eu raison d'elle. À moins qu'elle soit là, mais je sais pas, on ne l'entend plus. Il nous le faut, ce glaive, il est très puissant. Ouais, on peut toujours essayer d'aller le récupérer. Hein. 278. Allez, go. On est vraiment à la fin, là, c'est le combat final. Ouais, c'est le combat final.
Alors vous courez courbé en deux vers votre glaive que vous saisissez par la garde, puis vous élancez rapidement pour vous mettre à l'abri derrière un autre pilier. Soudain, un éclair jaillit du poing du Seigneur des Ténèbres et vient exploser à la base de la colonne derrière laquelle vous êtes caché. Le pilier s'effondre dans un fracas assourdissant et la violence de la déflagration vous projette en arrière. Le rire cruel d'Akon s'élève au-dessus du bruit des pierres qui s'écrasent au sol et une douleur atroce vous vrille le crâne. Si vous maîtrisez la discipline Kite du bouclier psychique, évidemment qu'on l'a. Et là, je pense que c'est très important de l'avoir. Je crois que si on ne l'a pas, on meurt en fait. Donc 223. Dans mes souvenirs, je sais qu'à un moment dans le loup solitaire, si on n'a pas le bouclier psychique, on meurt quoi qu'il arrive, quoi. Donc là, on l'a heureusement. Alors, on arrive à la créature de la crypte. Bientôt des ailes et des tentacules se déploient de toutes parts. Donc le monstre est en train de se transformer. Alors, brusquement, la douleur cesse, mais le combat ne fait que commencer. Un nuage noir comme la mort s'échappe de la bouche de Hakon, descend le long de son bras et vient se nicher dans le creux de sa main. Un tourbillon très sombre se forme lentement et bientôt des ailes et des tentacules se déploient de toutes parts. Hakon lance alors une malédiction qui fait trembler les murs du tombeau tandis qu'un flot d'horreur mortelle coule de sa main. Alors la créature de la crypte avec une habilité de 24 et une endurance de 40, ce qui est pas rien. Du coup, c'est parti pour le combat, je pense, final. 24 d'habilité, on est à 31. Est-ce qu'on va le réussir du premier coup ce combat? Que je vérifie. 19, on est bien à 31, donc on a une différence de 7 en notre faveur. Et on a 13 d'endurance, donc je vous laisse faire le combat final. Allez, c'est parti. Un lancer dans la tour. Il n'y aura pas moyen de le tuer en un coup, hein, je pense pas. Ah, quoique si. Allez. Si on fait un... si on fait un 0, on le tue. Allez, je vais faire mon meilleur lancer. 5. Bon, c'est pas terrible ça par contre. 5 du coup, on lui met... On lui met 22 et nous on perd 2. Alors. Ça va. On est à 11. Et lui, il est à 18. C'est bien ça, hein. 5, ouais, 22, on a perdu 2 points de vie. Parfait. Ok, allez. Je vais faire un lancer via le dé virtuel. Ouf. 2, c'est pas terrible. 2, on lui met 16, il crève pas, et on prend 3. On prend 3, donc on est à 8, pardon. Et lui, il est à... il est à 2, il reste 2 points de vie, il me semble. Hein. On a mis 22, 22 et 16. Ouais. Il lui reste 2 points de vie. Allez, on l'achève. Qui veut lancer un dé? Qui veut finir le monstre? Si pas, je lance le dé. Allez, go. 1. Oh putain, on aurait galéré hein, sur ce combat. 1, du coup, il perd 14, on perd 4. Donc il est mort et on se retrouve à 4 points de vie. Wow. J'espère que c'est bien le combat final parce que sinon, on est un petit peu dans la merde. Alors 353. Ouf, non, c'était pas le combat final. Et merde. Alors que vous tuez la créature, la dernière créature de la crypte, Hakon recule en titubant comme affaibli par la mort de ces monstres. Vous brandissez le glaive de Sommer en espérant que jaillira de sa lame un éclair d'énergie brûlante qui consumera le malfaisant seigneur des ténèbres et le fera disparaître à tout jamais de la surface du Magnamund. La lame se met à briller d'une lumière de feu, mais cependant aucun éclair ne jaillit de sa pointe.
Vous comprenez subitement ce qui se passe, vous êtes sous terre, et le glaive ne peut donc pas capter l'énergie du soleil qui lui est indispensable. Hakon éclate alors d'un rire si puissant qu'il fait trembler le sol. Une flamme bleue surgit de la pierre qu'il tient au creux de la main, puis un éclair vif et tranchant, comme une lame effilée, jaillit en sifflant à travers la fumée et la poussière. Une odeur de décomposition et de mort parvient à vos narines au moment où le seigneur des ténèbres se prépare à attaquer. 28 en habileté, 45 en endurance. À moins que vous ne maîtrisiez la discipline Kai du bouclier psychique, vous devez déduire 2 points de votre habileté pour toute la durée du combat. Et c'est le combat final. Alors, le glaive de Sommer brille d'une lumière de feu, mais aucun éclair ne jaillit de la pointe. Donc il a quand même 28 en habileté, hein. On a que 3 de différence. C'est quand même un ennemi vachement robuste. Donc il a 45 d'endurance, hein, c'est pas rien. Donc là, avec 3, on ne peut pas le one-shot, mais il va falloir faire des gros jets. Sinon, on peut mourir. Donc il va falloir aller taper dans les jets de au moins 7, 8, 9, 10. Ouais. Je compte sur vous pour me faire des gros jets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise la tour? Puisque c'est le combat final. On a bien 3. 45 d'endurance. 45 d'endurance, ça fait que on ne peut lui mettre que 32 maximum. Bon allez, je vais faire un lancer virtuel pour commencer. Je le sens bien. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Non, j'ai fait 1, je crois. Attendez. C'est un 1? Ou c'est un 0? Vous avez vu quoi, vous, dans le truc? Qu'est-ce que vous avez vu comme... Ah non, c'est un 6. Je viens de voir dans l'historique. 6, ça va. J'ai cru que c'était 1. Du coup, 6, on lui met 20 et on perd 2. On lui met 20. Ça, c'est pas mal. Il lui reste 25 points de vie. On est toujours en vie, malheureusement. Le prochain... Enfin, on peut mourir ici. Non, on est à 6. J'ai regardé sur l'historique de D-Dice et c'est 6. Alors, je vais faire un dé de la tour. Allez, c'est gratuit. Il faut faire minimum... Pour pas mourir, donc on a que 2 points de vie, hein. Il faut faire absolument... Faut faire un jet de 7, 8, 9 ou 0. Et il a perdu 20 points de vie, il lui reste 25. Allez. Non, 5, on meurt. 5, donc on lui met 20 et nous on perd 2. À moins qu'on ait une potion de soin. Je ne pense pas qu'on ait encore des potions. Je vérifie. Alors, on perd une vie, quoi. C'est pas... Bon, je pensais qu'on aurait pu le faire sans perte de vie, mais bon. On peut regagner son endurance de départ. Tant pis. Bah là, de toute façon, on va l'achever. Il a combien 20 plus 5... 20 plus 18, 38. 38. Allez, on l'achève. Pas besoin de lancer le dé de la tour. Un 7. 7. On perd un point de vie. C'est ça qu'il fallait faire avant. Voilà, il est mort. Ce ne fut pas si épique que ça comme combat, mais on a perdu une vie. Donc on est à 31, puisqu'on avait 28 plus 4, 32. On a 31 points de vie. Voilà, Hakon est mort. On l'a défoncé. 400. Et le paragraphe de fin.
Qu'est-ce que ça dit? Alors, vous regardez le sol à l'endroit où Hakon est tombé, mais il n'y a plus aucune trace de son corps. Il s'est littéralement volatilisé. L'atmosphère est devenue étrangement calme et paisible, comme si une ombre immense et malfaisante s'était dissipée. Vous retournez vers le trône où Hakon vous attendait. Devant ce trône se trouve un portail de pierre rouge sang où sont gravées d'anciennes inscriptions. À travers les signes, vous distinguez l'empreinte d'une main humaine sculptée dans la pierre. Instinctivement, vous posez la main sur l'empreinte, les deux formes s'épousent parfaitement. Soudain, le portail coulisse silencieusement, vous mettant en présence de l'objet qui va changer votre destinée. Le livre du Magna Kai, le livre grand ouvert, est posé sur un piédestal et offre ses secrets à vos yeux émerveillés. Vous prenez le livre dans vos mains, et soudain toute l'énergie retenue au sein des pages dorées se libère en un flux de vibrations puissantes qui fait trembler les murs de la pièce. Le cœur battant à tout rompre, vous refermez le livre et vous sortez du tombeau en courant à perdre haleine. Une fois dehors, vous partez en direction des contreforts de Koneshi. Pendant ce temps, Banedon a lui aussi rempli sa mission avec succès et il vous attend avec Tipasa. Lorsqu'ils vous voient tous deux arriver avec le livre du Magna Kai, ils ne peuvent retenir leur joie. Cette nuit triomphale fera naître une aube pleine d'espoir pour le Summerlund, dit Banedon avec jubilation. Le Kai est ressuscité. Votre quête est maintenant achevée, vous avez trouvé le livre du Magna Kai et libéré le Magnamund de l'ombre menaçante du Seigneur des Ténèbres Hakon. Mais pour vous, loup solitaire, l'aventure ne fait que commencer. Votre destinée à présent est de suivre la voie glorieuse tracée par les grands maîtres Kai pour apprendre leurs secrets et tenter la première quête passionnante du Magna Kai. Partez pour de nouvelles aventures avec le 6e volume de la série Loup solitaire. Voilà. Et le livre du Magna Kai est ici. Grand ouvert est posé sur un piédestal et offre ses secrets à vos yeux émerveillés. Et GG à tous. Vous avez participé autant que moi. Donc on a réussi. Alors je me pose la question de savoir si